Vraiment des tocards, franchement. Voilà, c'est quand même mieux comme ça, bon Dieu. La Formule 1, donc ce Grand Prix d'Azerbaïdjan à Bakou, qui a été finalement pas mal en rebondissement, dirons-nous bien évidemment. Avec donc cette victoire de Sergio Pérez, deuxième victoire en Formule 1 pour le pilote mexicain devant Sébastien Vettel et Pierre Gasly. Voilà, si vous aviez ce trio, hein, si vous l'aviez, bien bravo à vous. Nous, évidemment, la semaine dernière, on vous a prouvé qu'évidemment, nous ne sommes pas des spécialistes de Formule 1, vous nos magnifiques pronostics. On vous rappelle simplement qu'on avait du... Manu a mis Bottas en pôle, parce que Bottas a mis Manu en pôle, ça aurait été limite plus crédible. En même temps, j'aurais pas fait mieux que lui. Oui, Greg aussi, c'est bien, Bottas. Il a fait un bon week-end en plus, Bottas. On pourra en dire deux mots si vous voulez. Manu, gros plantage. Verstappen, Norris, Perez, oui, donc c'est bien, il y en a un, c'est déjà bien. Fabien nous a mis Hamilton en pôle, Hamilton, Verstappen, Bottas, oui, bon alors lui c'est un sans faute, on le salue. Greg, donc c'était Bottas, victoire de Bottas devant Perez et Leclerc. Il y a de l'idée. Il y a de l'idée. Alors, j'avais même dit Pérez, Leclerc ou Norris. Et finalement, ils sont pas si mal démerdés, Leclerc et Norris. Oui, non, ça se passe pas bien. Ça se passe pas mal, pardon, pour les deux. C'est vrai que c'était pas mal. Axel, t'avais dit Verstappen en pôle, Hamilton, Verstappen, Pérez. Ça va, et puis moi, j'ai pas fait de prono, évidemment. Non, vas-y, rappelle-nous ton prono. J'avais mis Verstappen en pôle, puis Verstappen, Hamilton, Norris. Ça va. Ça va. L'idée était bonne en soi. L'idée paraît bonne parce que à quelques tours près, t'avais les deux premiers. C'est pour être sûr, mais finalement, ça marche jamais. Mais c'est ça, c'est à un moment donné, voilà, on continue et on continuera la semaine prochaine. Alors par contre, la semaine prochaine, ce sera le prono du Grand Prix de France. Vu qu'il n'y a jamais de dépassement, il y a peut-être moyen qu'on fasse un truc. Il y a peut-être moyen qu'on réussisse quelque chose cette fois-ci. C'est l'épreuve de la saison où on peut faire un bon prono, les amis. Donc vraiment, il va falloir... Ouais, mais franchement, c'est un peu bâtard cette saison. Tout le monde vend Mercedes comme, en gros, c'était les circuits en ville, donc forcément, ils se sont plantés. Et là, au Grand Prix de France, ça va aller beaucoup mieux. Au final, on pensait un peu ça déjà de l'Azerbaïdjan, et au final, pas du tout. Donc, oui, on ne sait pas, en fait. Hein. Enfin, on pensait pas ça. Au final, l'Espagne, oui. Où ils étaient ultra dominants avant, ils n'ont pas été si dominants cette année. Donc, faut que les gens comprennent que les écarts sont plus les mêmes qu'avant et que ce qui était évident les autres années, ça l'est plus cette année. Exact. Voilà. Donc là, les amis, vous comprenez dans le chat, bien sûr, on vient de se faire une bonne minute 30 d'excuses et de se trouver des excuses pour dire mais c'est pas nous qui sommes mauvais, c'est juste que la saison, elle est particulière. Voilà, vous comprenez. C'est beaucoup trop dur à pronostiquer. Voilà. On aime bien quand c'est facile, ennuyeux. Je reprends ton tweet. Le mec qui a misé sur le podium, il a racheté Ikea, Facebook, Amazon, Microsoft. Nous, par contre, on a hypothéqué notre maison, le chien, les deux bagnoles. On l'a en partie payé, ce gars d'ailleurs, hein, qui a fait des milliards en pariant 2 euros sur ce podium. Mais avant, de revenir sur les belles courses, parce qu'il faut dire que les trois, quand même, qui terminent sur le podium, ont fait de très belles courses lors de ce Grand Prix d'Azerbaïdjan. Il faut évidemment qu'on parle de ce qui est le principal et ce qui c'est vraiment ce qui est le plus à retenir de ce Grand Prix, malheureusement, ce sont toutes ces crevaisons. Donc les deux crevaisons pour Lance Stroll et pour Max Verstappen. Verstappen, quand même, qui perd une victoire là-dessus. Hein. On peut comprendre qu'il était extrêmement fâché. Alors, Pirelli l'a dit, en tout cas, eux, ils semblent partir sur des débris. Il n'y a toujours pas eu de grands débriefs, encore une fois, mais en même temps, ça n'est arrivé qu'il y a quelques jours, donc il faut quand même laisser le temps d'analyser les pneus. Ils ont dit qu'ils avaient retrouvé une grosse coupure sur un des pneus de Lewis Hamilton, donc ça pourrait orienter la piste des débris. Mais du coup, les amis, rassurez-vous, il y aura quand même du drama. On va quand même être là un petit peu pour ça, parce que d'un côté, si ce ne sont pas des débris, on peut évidemment légitimement dire que Pirelli n'a pas fait un bon travail puisqu'ils avaient promis aux équipes qu'ils pourraient faire entre 35 et 40 tours et au bout de 30 tours ça explose. Mais si du coup il y avait des débris, ça pose la question aussi de la direction de course qui laisserait donc des débris en piste. Ça ce serait la première chose et de toute façon la direction de course qui laisse des voitures aller très vite. Alors Manu, tu as maintenant 17 secondes. Je plaisante, non mais vas-y. Explique-nous un petit peu tout ce qui s'est passé là, ce week-end avec nos amis de la direction de course qui n'ont pas été tout à fait réactifs. C'est le moins qu'on puisse dire. Alors, c'est le moins qu'on puisse dire, ouais. En fait, il y a eu plusieurs incidents. Le premier, c'est l'incident avec Stroll, où ils ont mis 36 secondes à faire sortir la voiture de sécurité, ce que tout le monde a jugé beaucoup trop important comme temps. Mais en fait, c'était le moins pire, puisque quand il y a eu l'accident de Verstappen, ils ont mis 18 secondes à déployer le drapeau jaune en piste, enfin vraiment le drapeau jaune en tant que sur les volants des voitures, et 21 secondes pour mettre le double drapeau jaune, donc du ralentissement. Ce qui veut dire qu'en fait, entre le moment où Verstappen se crache et le moment où le drapeau jaune est annoncé au pilote, il y a Perez, Hamilton, Vettel, Gasly, Leclerc et Tsunoda qui sont passés à fond. Et Norris est à la hauteur de Verstappen au moment où ça arrive. Et il a fallu 1 minute 27 pour déployer la safety car.
ce qui est complètement fou, puisque en fait, Pérez a quasiment eu le temps de revenir en bas de la ligne droite, avant la ligne droite des stands. Donc c'était complètement dingue, c'était beaucoup trop long. Ensuite, il y a eu le fait que quand il y a eu cet accident-là, justement, il y a eu le double drapeau jaune et Tsunoda n'a pas assez, ou c'était quand il y a eu Stroll, Tsunoda n'a pas assez ralenti, McLaren s'est plaint à Masi à la radio, et Masi a dit de toute façon tout le monde roule trop vite, donc je devrais toujours pénaliser si j'en pénalise un. Mais sauf que du coup, si tout le monde roule trop vite, tu pénalises tout le monde. Au bout d'un moment, il ne faut pas non plus chercher 36 solutions. Si tout le monde est en tort, tu pénalises tout le monde. Ça fait ridicule, mais au moins, ça montre que la direction de course en fait prend les mesures. Et après, je rajoute un peu à Masi qui, donc les pilotes se sont plaints. Enfin, il y a Rosberg notamment qui a dit que c'était hyper dangereux d'avoir un muret des stands où il passe à 330 km/h. Il est en pied, en fait. Ouais, il est quasiment perpendiculaire. Donc, si, en fait, le moment où Verstappen se crache, si la voiture part à gauche au lieu de partir à droite, il tape le muret à 250-260 km/h de profil. Et quand Rosberg dit ça et quand d'autres disent qu'il y a un souci de sécurité, la seule réponse de Masi, c'est homologué comme tout le reste du circuit. Donc, on a envie de lui demander en fait à quel moment, en quoi c'est homologué et pourquoi certains virages de la saison sont faits différemment et pourquoi celui-là, il y a ce mur-là qui est en plein milieu et où finalement personne s'en inquiète. Il n'y a pas besoin d'être directeur de course pour voir que ce mur-là est vraiment très dangereux. On se rappelle que Sainz, quand il avait tapé des Tech Pro à 250 km/h en Russie, il était allé vraiment sous les Tech Pro, sous 2 rangées de Tech Pro, et c'est exactement ce qu'il y a là. Donc voilà, mais Masi en fait n'a pas de réponse technique à dire si ce n'est que c'est homologué. Donc c'est les gros points faibles de la sécurité ce week-end. Et encore une fois, Masi continue à enchaîner les conneries. Je crois que Michael Masi a dû dire oui, mais ça va. À Indianapolis, ils ont un mur en plein milieu de la ligne droite des stands et tout va bien. Voilà, personne ne s'en est jamais plaint. Mais effectivement, Manu, c'est pas la première en fait de Michael Masi. C'est un petit peu compliqué du coup pour nous d'être sympathique du coup. C'est ça en fait. C'est Mick de Blabla F1 aussi qui a fait un tweet à ce sujet, justement au sujet du mur, et qui a dit oui, par le passé, je m'excuse, j'ai été un peu cruel avec Michael Masi. Et puis après, il surenchérisse. Je trouvais ça extraordinaire. Où il dit en fait, c'est un criminel, quoi, en gros, parce que regardez ce mur, c'est ridicule. Mais alors moi, Nico Vlogsberg qui a relevé ça. Mais le mur, en vrai, je suis pas non plus. Moi, en fait, ce qui m'épate, c'est que tout le monde pointe ce mur. Personne ne pointe la chicane que les pilotes doivent prendre à fond pour rentrer au stand. Ça ne choque personne, quoi. C'est Vettel qui l'a pris comme un diable, cette chicane. Mais quelqu'un va la bouffer un jour, cette chicane, et ça va être moins rigolo. De toute façon, c'est comme après Bakou, on se demande comment c'est homologué parce que le dernier virage en aveugle avec les murs où il passe le virage de droite au moment où la ligne devient vraiment droite, ils sont à 300 km/h à cet endroit-là. Stroll se crache juste après, les drapeaux jaunes ne sont pas sortis, la safety car non plus. C'est honnêtement, heureusement que les pilotes ont des réflexes vraiment hyper développés. Manu, ils l'ont homologué comme ça, le circuit, de toute façon. Ils l'ont homologué, voilà. Et puis c'est très bien. À chaque fois, on pense à Abu Dhabi où ils disent oui, il n'y a pas assez de dégagement de dégagement pour pas mettre la chicane et tout ça. Mais en fait, il y a des trucs bien plus dangereux au calendrier et en fait, ils les cachent. C'est comme Jeddah, on en avait parlé quand ils ont homologué le circuit de Jeddah, mais c'est un circuit qui va être hyper dangereux. Oui, Greg. Je rebondis sur ce que tu as dit par rapport aux pilotes qui n'ont pas ralenti. J'ai regardé le débrief donc, du Grand Prix de Palmer. Palmer, qui était un pilote que j'appréciais pas en tant que pilote, mais qui fait des débriefs toujours excellents et qui, contrairement à nous, a mis son cul dans une F1. Donc, il sait de quoi il parle. Et donc, je vais vous mettre un peu ce qu'il a mis. Voilà. Donc, il a montré des graphes de télémétrie et il a montré, quand il y a eu le drapeau jaune, que les pilotes n'ont pas ralenti, ou du moins, certains ont ralenti, d'autres beaucoup moins. Si on voit la ligne bleue que je montre, que Palmer montrait et que du coup je suis en train de reproduire, la ligne bleue, c'est la vitesse de Norris. Donc McLaren a râlé parce qu'ils ont vu que Norris avait ralenti. Par contre, si vous regardez la ligne rouge et la ligne rose en haut, ce sont les vitesses de Tsunoda et de Gasly. Donc on a Tsunoda qui a atteint la belle vitesse de 310,5 km/h à cet endroit-là. Non, ça c'est Gasly qui a atteint 310,5 parce qu'il avait un petit problème de moteur. Et Tsunoda, c'est 321,2, alors que l'ami Norris était à 261,8.
Alors ça, on peut se dire, bon, à la limite, il est passé un peu moins fort, il avait moins d'aspi, mais il faut regarder donc le graphe d'après, qui est celui-ci, où on voit le pourcentage, enfin la position de la pédale d'accélérateur. Et on voit que celles de Gasly et de Tsunoda sont confondues, elles sont tout en haut, elles sont plates, elles sont à 98%, je suppose que ce sont des pourcents, alors que celle de, vous voyez, celle qui est en bleu de Norris, est fluctuante et vraiment en bas. On voit aussi celle qui est en rouge foncé, il me semble, de mémoire, que d'ailleurs on le voit là avec la vitesse, c'est Sainz. Donc oui, il y a certains pilotes qui ont ralenti, d'autres plus que d'autres, mais on a Gasly et Tsunoda qui sont passés comme des beaux diables. Et oui, alors quelque part, en voyant ça, on se dit, c'est normal que McLaren ait râlé, mais dans un autre sens, c'est normal que Maïsi n'ait pas dit, bon ben on va taper tout le monde, parce que sinon si vous regardez le milieu de la courbe, c'est bon, il n'y a plus personne qui est à l'arrivée. Tout le monde est pénalisé. Ouais, mais à un moment, est-ce qu'il ne faudrait pas justement ces moments ridicules, entre guillemets, pour mettre aussi les pilotes face à leurs responsabilités? Parce qu'un double drapeau jaune, je rappelle que dans le... en tout cas, quand il est agité, parce que comme tu as dit Manu, ça a aussi pris du temps, il ne faut pas non plus uniquement mettre la faute sur les pilotes, mais un double drapeau jaune, ça veut dire préparez-vous à vous arrêter au cas où quand même. C'est que l'incident est important et qu'il faut potentiellement s'arrêter. Bah, en fait, le précédent que ça crée qui m'inquiète, c'est que du coup, les pilotes vont se dire, de toute façon, le double drapeau jaune, si on est assez nombreux à pas ralentir dessous, à pas beaucoup ralentir, ils feront rien parce qu'ils veulent pas coller des pénalités, concrètement des punitions collectives, quoi. Sauf que c'est pas un sport où tu peux te permettre de laisser le truc au hasard en disant oui, de toute façon on compte sur eux, la prochaine fois ils le feront, parce que peut-être que la prochaine fois ce sera dramatique, et si c'est pas la prochaine fois, peut-être que ce sera la suivante, mais au final il y a assez de circuits dangereux dans le calendrier, il y a assez de voies, les voitures vont tellement vite que la situation se reproduira et le danger se reproduira, donc on n'aura pas toujours cette chance, quoi. C'était quoi l'histoire? C'était pas Rosberg qui avait amélioré sous drapeau jaune et après ils avaient fait les doubles drapeaux jaunes, où il avait amélioré sous double drapeau jaune et ils avaient commencé à dire bon, on lui met pas de pénalité, il aurait dû la mériter, mais finalement la prochaine fois on va être plus hard. Parce que au final, enfin je dis ça de tête, je sais plus exactement, mais il y a déjà eu des précédents, au moins un en tout cas, vu qu'il y a celui-là. Donc Axel, soit ils apprennent jamais. J'avais juste besoin d'un éclaircissement pour être sûr d'avoir bien compris, parce que je suis un peu con. Allume la lumière. Quand Tsunoda et Gasly ralentissent pas, il y avait déjà le drapeau jaune de déployé ou c'était dans l'attente parce que c'était très long? Oui. Non, il était déjà déployé. Enfin, d'après ce que dit Palmer, parce que du coup, c'est. Ouais, ok, d'accord. Ouais, parce que d'accord. Moi, je pensais que c'était dans ce laps de temps où il passe quand même à 310 en voyant. Le truc, c'est que Norris passe après Tsunoda. Ça. Donc, Le truc, c'est que en fait, le drapeau jaune est déployé à ce moment-là. Et le double drapeau jaune est payé juste après. Le souci, encore une fois, c'est que la direction de course met 3 plombes à agir. Et en fait, je pense que Masi, s'il pénalise pas les pilotes, c'est aussi pour ça. Il sait qu'il est pas propre dans le truc. Parce que si au moment où Verstappen se crache, il met directement double drapeau jaune, ce qui de toute façon va être le minimum, en fait, il n'y a pas besoin de réfléchir. La voiture, elle est en train de se cracher dans la ligne droite, il y a des débris partout. Il est évident qu'il y aura au minimum double drapeau jaune et que de toute façon, probablement safety car. Donc, enfin, même sûr. Et en fait, au final, je comprends pas pourquoi ils attendent et surtout pourquoi la safety car met quasiment un tour à être déployé. Et du coup, il sait que s'il avait mis les drapeaux jaunes plus vite, il aurait pu pénaliser les pilotes, que certains auraient freiné et tout ça. Et au final, là, je pense qu'il se rend compte que c'est pas le cas et que c'est aussi de sa faute. Ouais, moi, ce que je comprends pas, en fait, c'est vraiment ce temps d'attente. Parce que autant, si c'est un circuit, on va dire, normal, où tu as des grands dégagements, où il se fout au milieu des graviers, et que ça mette un peu de temps pour déployer le jaune, et que, par exemple, Verstappen, il est à l'autre bout du monde, à 40 mètres de la piste, bon, je veux bien. Mais là, tu es en circuit urbain, tu n'as pas le droit à l'erreur. Donc pour moi, à partir du moment où ça tape, mais tu cherches pas, tu fous du drapeau jaune. Bah oui. Tu l'as fait à l'américaine, alors que je peux te dire, et c'est terminé. Je peux te dire que Paul Ricard, il le déploie, le jaune. Putain. Non, mais c'est ce qui est assez incroyable, vraiment, quand on regarde ça. Alors, il y a un drapeau jaune, là, je regarde quand même, voilà, quelques secondes après l'accident, il y a un drapeau jaune qui est agité, pas forcément encore un double drapeau jaune, mais c'est que vraiment, parce que là, on peut aussi quand même aider la FIA. Je pense aussi que les indications à l'écran étaient un petit peu à la ramasse ce week-end et qu'elles mettaient plus de temps que les décisions. Parce que là, par exemple, je revois les images, Manu, je vois un drapeau jaune agité et ils mettent encore 5 ou 10 secondes avant de l'afficher sur l'écran. Oui, mais justement, en fait, il y a le drapeau jaune qui est agité en bord de piste, mais après, le temps que les équipes aient l'info, au moment où Pérez reçoit le message à la radio, on lui dit safety car déployé, il est dans la descente après le virage 15. Ah oui, la safety car est venue super tard, ça par contre. Et en fait, mais le double drapeau jaune, quand il est déployé, Pérez est déjà au bout de la ligne droite de la deuxième zone de DRS, je crois.
Et je te promets, parce que justement, je ne me suis pas basé sur ce qu'il y a en piste, parce qu'effectivement, le drapeau jaune est déployé. Pour le coup, les commissaires en bord de piste sont hyper réactifs, et le drapeau jaune sort au moment où Pérez ou Hamilton passent devant. Par contre, les indications données à la radio par les ingénieurs, qui eux reçoivent tout de suite les infos de la direction de course, c'est ça en fait, c'est ça qui compte, et c'est ça à ce moment-là que les pilotes sont prévenus, parce que ils vont agiter sur le côté. Après, une fois qu'ils ont passé la zone, c'est plus le problème, sauf que quand Pérez et Hamilton passent la zone, derrière, il y a encore 15 bagnoles qui doivent passer, quoi. Alors, par contre, il y a quand même une chose, où on est d'accord, c'est qu'à un moment donné, il y a une voiture qui s'est explosée en ligne droite, surtout que l'image de Stroll est impressionnante, il a plus d'avant, enfin, il a tapé quand même correctement. On le voit pas bouger. Mais en plus, alors non, mais alors après aussi, ils ont toutes les radios, enfin voilà, il a dit directement que ça allait, je pense, à la radio Stroll, donc ils avaient quand même les infos, mais normalement, tu vois la voiture qui s'est crashée, il n'y a plus d'avant, enfin, tu mets safety car, t'appuies sur le bouton, je veux dire. Alors, il y a aussi cette histoire aussi, bien sûr, que de plus en plus, on veut permettre aux pilotes de s'arrêter au stand, mais en plus, sur le cas de Stroll, là où moi, je trouve que c'est absolument honteux qu'il n'y ait pas eu cette safety car vraiment immédiate, c'est que de toute façon, les stands étaient fermés puisqu'il s'est crashé à l'entrée. Donc, de toute façon, personne ne se serait arrêté. C'est assez particulier, quoi. Je trouve que vraiment, il y a un problème dans cette gestion et dans la rapidité de décision. Autant en qualif, on met directement le drapeau rouge quand quelqu'un se plante, ça, voilà, il n'y a pas de souci, ça ancré suffisamment, il n'y a pas de problème. Mais pour les deux incidents qu'on a eu vraiment pendant cette course, c'était particulier, quoi. Après, ce qui est étonnant, c'est que sur d'autres... Enfin, je veux dire, genre, il y a le crash Russell-Bottas, bon, il y a plus de débris, mais bon, pas tant que ça au niveau de la piste. À Imola, le drapeau rouge est directement brandi. Là, encore une fois, dans les deux cas, je comprends pas que, même le fait qu'il n'y ait pas de drapeau rouge au moment où Stroll se crache, alors qu'il y a des débris partout en ligne droite, et franchement, je pense que c'est pareil, on accuse beaucoup Pirelli, mais le fait qu'il y ait des coupures dans les pneus et qu'il y ait la crevaison de Verstappen, je pense que c'est consécutif à un mauvais nettoyage parce qu'ils n'ont pas eu le temps de l'accident de Stroll. Hein. Et pas les personnes. Pirelli. Pas le personnel. Comment, Greg ? On a Bill du Big Deal qui veut intervenir. Hein ? Oui. Bonsoir, ici la voix. Ah oui. Oui, juste pour dire, parce que j'ai vu un petit message d'un commissaire de Monaco qui a tweeté justement sur cette affaire et qui disait que pour la première fois quand on est commissaire à Monaco, rappelons quand même que tous les commissaires sont des bénévoles, et qu'à Monaco, vous avez une formation de 2 jours pour tous les gestes techniques, et chaque fois que vous revenez l'année d'après, vous avez forcément une journée obligatoire de formation pour réapprendre tous les gestes techniques, pour peut-être nettoyer la piste, déblayer quelques débris, agiter les drapeaux, faire du bouche à bouche, voilà, tout ça. Mais du coup, c'est vrai que quand on a regardé un petit peu toutes les courses de F2 et de F1, on n'avait pas des flèches en guise de commissaire. Donc il y a peut-être une meilleure formation à prendre en compte sur tous les circuits, peut-être de la part de la FIA, je ne sais pas, ou des promoteurs de... Le même commissaire, elle a dit aussi, ils sont 8 par poste à Monaco, là ils sont 4. Donc même si tu as les meilleurs du monde, ils ne pourront pas faire le boulot du personne. Ça, Le problème, c'est qu'ils sont 4, mais ils sont quand même 4 autour de la bagnole, à ne pas savoir comment la oui, ça par contre, c'est un souci. L'image de la voiture de Stroll qui est posée, il n'y a plus de débris à côté, et en fait, ils sont juste là à ne pas savoir comment la mettre sur une grue. C'est chaud, quoi. Je veux dire, encore une fois, en plus il y a drapeau jaune en même temps, pendant ce temps-là, ils sont pas en train de nettoyer la piste, du coup, ils ont juste enlevé les gros débris, et je reste persuadé que ça n'a pas aidé à ce que derrière la piste soit propre. Et on se rappelle qu'en 2018, c'était ce qui s'était passé, il y avait eu un accident entre les Red Bull, ils ont nettoyé la piste à l'arrache, et Bottas a crevé dessus ensuite. Ah non, c'était plus tard ça, Manu. Non, c'était Bottas, c'est parce qu'il y a eu un contact au restart. Si je dis pas de bêtises, et qui crève parce que les Red Bull se percutent en bout de ligne droite. Bottas, lui, il percute le débris avant la ligne d'arrivée. Mais par contre, ils auraient pu mettre une safety car pour nettoyer le débris qui est en plein milieu de la piste. Oui. Greg. Oui, Greg. Vas-y, Gaël termine et après on passe à Greg. Juste terminer pour les commissaires, donc ce sont des bénévoles, on l'a dit, mais surtout avec la période Covid, là c'est très compliqué de trouver des commissaires, et c'est pour ça que certaines courses ont du mal à se tenir aussi également. Donc je ne vais pas aller à dire qu'on est à des effectifs réduits parce que c'est quand même la FIA, mais l'air de rien, sur d'autres championnats et d'autres courses qui doivent avoir lieu, quand elles sont soit reportées ou soit annulées, il y a aussi un souci de sécurité parce qu'ils n'arrivent pas à trouver des commissaires de piste, tout simplement. Alors, il y a autre chose que je peux dire, c'est-à-dire qu'à Bakou, c'est quand même le 3e circuit le plus long du plateau, après Spa et Jeddah. Monaco a cette chance d'être
compacte, donc il y a des grues un peu partout. Azerbaïdjan, il faudrait qu'ils en mettent un certain nombre. Le problème, c'est que sur une si longue ligne droite, vu je veux dire, le rayon d'action d'une grue, c'est pas exceptionnel. En plus, autre élément, le Grand Prix d'Azerbaïdjan, ou du moins d'Europe, à Bakou, il est récent. Donc les pauvres mecs, on peut pas trop leur taper dessus non plus. Ils n'ont pas la même expérience que les gars de Monaco. Les gars de Monaco, il y en a certains qui font ça depuis des années, qui sont rompus à l'exercice, Mais etc. pas tous. Pas tous, certes, pas tous, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même une base. Quand je vois Geoffrey, qui lui a été commissaire de piste à Monaco, il avait une expérience, il a fait ça année après année. Je peux te dire qu'il faisait ça comme si c'était son job. Et en plus de ça, il m'avait raconté qu'il avait été approché par un des mecs de l'organisation du Grand Prix d'Azerbaïdjan pour le faire venir et pour former des mecs sur place. Donc je pense qu'il y a quand même une volonté. On s'est bien foutu de leur gueule quand ils avaient fait le truc, qu'ils étaient passés sous une des arches, la grue avait fracassé cette arche. Enfin bon. Mais les mecs mettent quand même les moyens, j'ai envie de dire. Donc je rappelle quand même à ceux qui nous écoutent qu'on n'est pas là pour cracher sur les pauvres commissaires du Grand Prix d'Azerbaïdjan. Bien au contraire, je pense qu'on essaie de se poser des questions. On n'a pas les solutions. On n'est pas les mecs de la FIA. On n'est pas décisionnaires. On discute entre nous et je pense que les mecs au pouvoir vont arriver à quelque chose à terme. Mais il y a quand même une certaine jeunesse qu'il ne faut pas pardonner selon moi. Ce qu'il ne faut pas excuser, par contre, c'est justement la FIA qui pourrait donner peut-être plus de moyens et dire, regardez Monaco, ils font comme ça se passe très très bien, essayez de faire en sorte que... Regarde en IndyCar aussi. En IndyCar, ils ont les mêmes commissaires, enfin c'est pas les commissaires, mais ils ont les mêmes interventions services d'intervention qui sont là tout le championnat, ça se passerait bien. En fait, la FIA devrait, au bout d'un moment, se dire que le budget sécurité passe aussi par la formation et l'emploi on en avait parlé pour à l'année. l'accident de Grosjean. Quelque Bien part, sûr. on avait dit, oui, il faut que ce soit des pompiers professionnels qui viennent, etc. Heureusement qu'il y avait deux mecs qui avaient des corones plus grosses que et qui ont eu la présence d'esprit d'aller arroser comme il faut. Parce qu'il y en a un moment, je sais plus, il arrose avec un truc qui n'est pas du tout fait pour ça. Limite, tu l'aurais pissé sur le feu, c'était pareil. Ouais, c'est ça, Qui c'est a vrai déjà que pissé sur du feu? Posons-nous les vraies questions. Voilà, monsieur. le chat, réagissez s'il vous plaît, bien sûr. pourriez-vous être commissaire? Non, mais après, voilà, le problème aussi, parce qu'évidemment, beaucoup se sont dit, est-ce qu'il ne faudrait pas du coup des commissaires professionnels, une équipe. Mais bon, sur de la F1, en fait, c'est que en IndyCar, comme tu le dis, Manu, c'est une équipe d'intervention, donc c'est pas pareil, parce qu'ils font quand même, sur tous les circuits, il y a quand même des commissaires bénévoles, comme en Europe. Si tu veux faire une équipe de commissaires vraiment sur la F1, c'est 200 personnes, quoi. C'est ça, en fait, le problème. C'est qu'il y a énormément de postes de commissaires, donc la FIA a certainement les moyens de le faire, hein, ça je ne dis pas... En fait, peut-être pas mettre tous des professionnels, mais au moins qu'il y ait, je sais pas... un par poste, peut-être. Ouais, au moins 1 ou 2 par poste qui sont des permanents, et après tu en rajoutes 4 ou 5 qui sont des bénévoles. Parce qu'au final... J'en venais avec Monaco, je pense que pour chaque poste, tu as un ancien au moins. Ah oui, S'il y a un jeune, il peut le piloter, le driver, dire non, là tu fais une connerie, Coco, donc reviens là. Mais comme tu le dis, Greg, c'est un Grand Prix qui est beaucoup plus historique. C'est pas, il n'y a pas de critique, mais aller trouver des fans de Formule 1 en Azerbaïdjan qui ont envie de passer tout un week-end aux frais en payant eux-mêmes pour se mettre en bord de piste, il n'y en a pas tant que ça. Faut aussi, c'est pas un sport qui est ultra réputé non plus en Azerbaïdjan. C'est une nation qui débute dans ce point, donc c'est normal. Mais après, fut une époque où on amenait beaucoup justement les commissaires de Monaco. T'en as qui faisaient le tour du monde quasiment sur l'année parce qu'ils étaient appelés sur tous les Grands Prix. Aujourd'hui, avec la situation actuelle, c'est beaucoup plus compliqué. Mais c'est vrai que quand tu vois qu'il y a 2 fois moins de commissaires par poste, forcément, ça fait que c'est plus compliqué pour gérer ce genre d'intervention. Mais en tout cas, il y a des questions qui sont posées après ce week-end. Ça, je pense que c'est assez clair, bien évidemment. Mais il y a aussi des petits bravos à décerner quand même.